Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Bell Talk. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Khawla El-Chgr, vice-présidente de l'Internationale socialiste, pour revenir sur les récents travaux organisés à Rabat. Ensemble, nous parlerons des grandes priorités mondiales et du rôle du Maroc dans cet événement. Bienvenue Madame Khawla et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Alors dites-nous, quels sont les principaux acquis des travaux de l'Internationale socialiste organisés à Rabat cette année? Je pense que l'importance de l'événement, c'est d'abord pour l'Internationale socialiste un événement qui a pu rassembler plus de 220 participants à travers plus de 70 partis et organisations venant de 60 pays mondiaux. Tous les continents étaient représentés et ceci pendant toute une semaine en fait. Les travaux de l'Internationale se sont déroulés sur plus de 5 jours. D'abord le comité Afrique qui regroupe plus de 16 partis africains dans la famille de gauche. Ensuite l'Internationale socialiste des femmes qui a regroupé plus de 35 organisations de femmes socialistes et progressistes. Et enfin le Conseil de l'Internationale socialiste qui lui est présidé par le chef du PSOE espagnol, chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, et qui compte parmi ses membres et dans sa présidence des parlementaires et des membres de gouvernement de partis progressistes, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Donc déjà, l'importance de l'événement elle est pour l'international elle-même d'avoir pu organiser ces événements, ces réunions avec cette ampleur et cette qualité d'intervention. La deuxième importance, elle est pour le Maroc parce que nous sommes deux pays en Afrique qui accueillons les événements de l'international. Il y a le Maroc et l'Afrique du Sud. Et le Maroc, c'est la deuxième fois qu'il accueille un conseil de l'Internationale socialiste. La première fois, c'était à Casablanca, quand feu Abdelrahman Yousfi était dans la présidence de l'Internationale. Donc, à ce titre, le Maroc, effectivement, consacre et confirme son rôle et sa place qui est assez unique dans le paysage africain et arabe d'un pays avec un processus démocratique affirmé, avec une société ouverte au débat et aux différentes opinions, avec un pays qui arrive à accueillir pour une période comme celle de la fin de l'année où les gens ont beaucoup de contraintes sur les fêtes, etc., mais qui se déplacent quand même au Maroc parce que c'est un pays qui est bien desservi en compagnie aérienne, qui a une capacité d'accueil avérée, qui peut proposer aussi en parallèle des travaux de ces événements, les gens peuvent avoir des séjours touristiques de quelques jours pour profiter du pays d'accueil. Donc c'est grâce à ces atouts du pays aussi que l'Internationale socialiste a choisi le Maroc comme destination de son dernier conseil. Et enfin, pour le parti, l'USFP, parce que nous sommes membres de l'Internationale socialiste depuis 1975, vous le savez, on en discutera probablement, la famille de gauche à l'Internationale a toujours eu une posture, on va dire, pas très positive vis-à-vis de la cause nationale marocaine et nous avons toujours été dans une situation de débat, voire de confrontation avec certains partis et certains camarades. Donc c'est un long chemin de construction de la relation de confiance et aussi d'explication et de démonstration qui ont amené ces partis de gauche, progressistes, socialistes, sociodémocrates à être convaincus de la proposition de valeur de l'USFP et du Maroc et de comprendre que le Maroc aujourd'hui est un fer de lance du progressisme et pour consacrer le chemin démocratique au Moyen-Orient, dans le monde arabe, mais également en Afrique. D'accord. Alors, concernant la cause palestinienne, quelles actions concrètes sont envisagées pour soutenir cette cause après le congrès? Alors, typiquement, l'Internationale socialiste est un des rares cadres dans lesquels les protagonistes du conflit israélo-palestinien arrivent à s'asseoir autour de la table et à discuter.
c'est une réalité, ce n'est pas une nouveauté, ça dure depuis plus de 2 décennies que le Fatah, qui est représenté, qui est un membre de plein droit dans l'international, discute avec ses homologues israéliens qui sont les représentants de la gauche israélienne, donc anti-gouvernement Netanyahou, dont les militants sortent dans la rue pour appeler à un cessez-le-feu immédiat, etc. Donc c'est un espace dans lequel ces deux partis arrivent à discuter. Ça l'est d'autant plus depuis l'arrivée de Pedro Sánchez à la tête de l'international socialiste, qui lui prône de façon volontariste et affirmée la solution des 2 États. L'Espagne vient de reconnaître l'État palestinien de façon officielle. Et l'avantage aujourd'hui dans l'instance de l'international, c'est que tout le monde au sein de l'international milite en faveur de cette reconnaissance totale et pleine de l'État de Palestine, d'égal à égal avec l'État israélien. Et ça, c'est un propos que tous les partis politiques et toutes les organisations politiques ne peuvent pas aujourd'hui tenir aussi franchement et aussi clairement. Donc, pareillement, aujourd'hui au Maroc, effectivement, vous avez écouté le discours de notre premier secrétaire, c'est Idriss El-Chgar, vous avez écouté le discours du président de l'international, Pedro Sánchez, et dans les deux, et peut-être que vous ne l'avez pas eu, mais il y a aussi le discours du président du Comité Afrique, et dans les trois, il y a une composante stable, c'est celle de parler en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, d'une reconnaissance immédiate de l'État de Palestine, de rendre officiellement l'État de Palestine membre des Nations Unies et de plaider en faveur de toutes les résolutions des Nations Unies et des cours qui dépendent des Nations Unies dans le cadre du conflit israélo-palestinien. D'accord. Alors, quelles sont les priorités de l'international socialiste face à la montée des extrêmes droites dans le monde ? C'est clairement le cheval de bataille, je dirais, de l'international socialiste. Beaucoup de nos leaders, à commencer par le président de l'international, vivent de plein fouet cette confrontation avec l'extrême droite et la droite en général, au sein de l'Europe, je dirais principalement. On a vu comment beaucoup de partis de gauche ont perdu des élections à des moments donnés en faveur de la droite et de l'extrême droite. On a vu que ce discours populiste, agressif et, disons-le franchement, des fois raciste, a pu malheureusement l'emporter dans certains pays européens. Donc le combat des progressistes européens, mais aussi à travers le monde, c'est un combat de sensibilisation, d'explication et dont l'objectif est de contrer justement le narratif d'extrême droite qui veut bloquer les gens dans leur individualité, les isoler à travers les réseaux sociaux ou autres, leur donner une fausse réalité, celle d'être menacé, celle d'être en insécurité, etc. Donc ces extrêmes droites qui développent ces discours, ils le font justement pour empêcher, je dirais, l'intelligence collective des citoyens de fonctionner et de choisir les programmes et les représentants qui défendent sincèrement leurs intérêts, que ce soit d'équité sociale, d'égalité entre les femmes et les hommes, de tolérance vis-à-vis des différences, que ce soit des différences culturelles, religieuses ou autres. C'est ce propos que nous portons. Et je pense que c'est très important que la famille socialiste et progressiste en général soit soudée pour qu'elle puisse faire face à ce qu'on appelle ces vérités alternatives, voire carrément ces mensonges et calomnies que diffusent une partie des partis de gauche, ou de droite ou d'extrême droite. Notamment, c'est très violent, on le voit dans les pays européens et américains. D'accord. On parle un peu du rôle de la femme. Comment l'international socialiste des femmes agit-elle pour promouvoir l'égalité et renforcer le rôle des femmes dans la politique mondiale ? Je crois que là également, c'est vraiment une des marques de fabrique de la famille socialiste. C'est que l'égalité des hommes et des femmes est au cœur du combat sociétal. À l'USFP, à l'international socialiste, c'est une donnée, on va dire, existentielle pour nos partis politiques. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Il est évident qu'aujourd'hui, et de tout temps d'ailleurs, les femmes, en jouant leur plein rôle dans les sociétés, dans la vie politique, dans la vie économique, contribuent significativement au progrès des sociétés, à leur équilibre, à leur stabilité. Donc je ne pense pas que votre question va dans le sens d'argumenter pourquoi ces droits des femmes, mais comment. Et justement, le comment, c'est d'abord
milite de façon franche en faveur de représentation paritaire dans les organes politiques, que ce soit les organisations partisanes ou les cadres électifs, donc Parlement, communes et autres. Mais pas uniquement dans le monde politique, parce qu'on se rend compte qu'en fait le monde politique, c'est le miroir du rôle sociétal et économique des femmes et des hommes. Et donc sans pouvoir économique et sociétal, les femmes ne pourront pas avoir de pouvoir politique. Pour s'intéresser à la chose publique, pour s'intéresser à l'intérêt général, pour être candidate à des élections, etc., il faut en avoir les moyens. Et les moyens, c'est des moyens en termes de temps, de capacité de plaider, de débattre, de défendre son projet de société, et des moyens économiques. Et donc, sans des femmes dans les cercles de pouvoir économique et sociétal, on ne pourra pas avoir des femmes autonomes, indépendantes dans les cercles politiques. Et je crois que c'est le principal propos que nous défendons au sein de l'Internationale socialiste en général et l'Internationale socialiste des femmes. Je voudrais aussi zoomer sur un aspect dont on ne parle pas beaucoup ici au Maroc, mais qui est une réalité mondiale et il faudrait de plus en plus en parler, c'est les violences faites aux femmes. Et cette façon qu'a une certaine partie de la société de réduire les femmes au silence à travers la violence. Donc c'est les petites violences quotidiennes, mais aussi des violences systématiques dans les zones de guerre ou dans les pays qui réduisent, je dirais, quasiment en esclavage les femmes. On voit ce qui se passe en Afghanistan, on voit ce qui se passe en Iran. Et aujourd'hui, notre mission en tant que femmes dans des pays où nous jouissons, si ce n'est pleinement, au moins grandement de nos droits, de parler pour ces autres femmes qui, elles, sont réduites au silence à travers le monde. Alors, une petite question pour finir. Quelles actions concrètes sont prévues pour sensibiliser la communauté internationale à la question du Sahara marocain dans le cadre des valeurs socialistes? Alors, justement, très bonne question et merci de me la poser. Malheureusement, d'habitude, beaucoup de gens confondent l'idéologie socialiste, social-démocrate avec un certain narratif sur l'autodétermination, les droits des peuples, etc. Nous sommes pour l'autodétermination quand il s'agit d'autodétermination de peuples qui sont sous le joug d'une occupation ou dont les droits sont niés, comme c'est le cas de nos amis et frères palestiniens. Mais dans le cas du Maroc, ce que nous expliquons tout le temps, et je pense de plus en plus les gens l'entendent dans la famille socialiste, c'est qu'il ne s'agit pas d'un combat pour l'autodétermination. C'est un combat de finalisation d'un processus d'indépendance. Le Maroc a été malheureusement sous protectorat et colonisé de façon, on va dire, saucissonnée, avec plusieurs parties différentes, plusieurs puissances impériales différentes, la France, l'Espagne, la zone internationale, le nord, le centre, le sud en deux temps. Et par conséquent, il a accédé à son indépendance de façon graduelle et différenciée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous continuons d'avoir cette contestation, certaines parties de notre intégrité territoriale. De plus en plus de gens aujourd'hui entendent ce discours dans la famille socialiste. Et c'est ça notre rôle, c'est d'expliquer ces réalités historiques. Nous sommes heureux et content d'avoir aujourd'hui une position de la France, par exemple, qui connaît très bien le fond du dossier et qui reconnaît pleinement la souveraineté marocaine sur les territoires sahraouis. Nous sommes contents qu'une ex-puissance coloniale, même si ce n'est pas le même gouvernement, c'était l'Espagne franquiste, mais qui connaît également bien le dossier et qui aujourd'hui estime que la seule solution crédible, c'est celle de l'autonomie avancée telle que présentée par le Maroc. Donc c'est la solution marocaine qui est aujourd'hui défendue et que le gouvernement espagnol estime comme crédible et faisable. Avec ces arguments-là, nous avons effectivement des gouvernements de gauche ou pas, mais surtout des gouvernements de pays qui connaissent la réalité du terrain et qui prennent position en faveur de la posture marocaine. Et ça nous aide beaucoup dans nos explications. Mais je voudrais dire autre chose. Le Maroc plaide pour lui-même à travers son histoire, à travers ce qu'il est. Le Maroc est un État-nation millénaire. Le Maroc est un pays qui s'est constitué dans la phase moderne, post-coloniale donc, petit à petit en État moderne, qui a construit son processus démocratique, qui construit son développement territorial et sociale, qui accepte, voire embrasse sa diversité culturelle, ethnique, qui est sur la scène politique, qui promeut le multipartisme, donc la diversité des opinions et des avis.
Et c'est cet exemple-là qui, de facto, plaide en faveur de nos intérêts dans le Sahara. Aujourd'hui, les États qui se prononcent en faveur du Maroc sont en général des grandes nations, plutôt démocratiques et plutôt reconnues sur la scène internationale. Ceux qui sont contre le Maroc sont en général plutôt des États autocrates, autoritaires, avec voire un seul parti, etc. Donc on voit très vite la différence, j'ai envie de dire, de partisans d'un côté et d'un autre. Pour moi, ça, c'est un vrai témoignage de la légitimité de la revendication marocaine, mais aussi et surtout de la crédibilité du projet marocain. Alors, merci Madame Chger, c'est la fin de notre épisode aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? J'aimerais d'abord vous remercier. Merci pour cet échange et au plaisir de rediscuter avec vous. Merci, merci madame. Alors, c'est la fin de notre épisode aujourd'hui. Nous avons mis en lumière les discussions cruciales de l'international socialiste avec un focus sur la paix et la solidarité. Je suis Nessima Kab, j'ai été ravie de vous accompagner tout au long de cet épisode. Merci à tous et à très bientôt.